Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Connaissez-vous le piège de la sélection adverse ? Ce modèle économique a pour effet de n'attirer que les clients les plus risqués, avec évidemment un désavantage majeur. Il empêche toute entreprise de devenir rentable. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. L'exemple du secteur de l'assurance est particulièrement édifiant lorsqu'on veut illustrer ce concept de sélection adverse. Oui, absolument. Il me semble même d'ailleurs qu'au départ, c'est un concept qui vient des assureurs. Parce que les assureurs, ils ont le problème suivant. Imaginez que vous soyez assureur et vous allez faire un tarif unique d'assurance automobile, on va dire, de 500 € par an. Très rapidement, vous allez constater que les gens qui vont s'inscrire chez vous, prendre une assurance chez vous, c'est ceux qui estiment qu'ils en auront pour plus de 500 € par an. Ceux qui pensent que leur dégât, c'est moins de 500 € par an, ils ne viendront pas chez vous. Et donc, vous allez perdre de l'argent très rapidement. Parce que vous aurez que des gens qui coûtent plus que ce qu'ils payent. Et donc, l'année d'après, vous allez dire, excusez-nous, on s'est trompé l'année dernière, donc maintenant, on va monter notre police à 750 €. Et là, vous allez perdre tous ceux qui ont des sinistres entre 500 et 750, et c'est uniquement ceux qui ont des sinistres supérieurs à 750 qui vont continuer à être chez vous. Et quoi que vous fassiez, en fait, vous allez toujours sélectionner les clients les plus risqués et repousser... Et de plus en plus risqués, en plus. Et de plus en plus risqués, et repousser ceux qui ne le sont pas. Et donc, en tant qu'assureur, vous gagnerez jamais votre vie si vous faites ça. En plus, ce phénomène, donc pernicieux, vous l'avez démontré, appelé sélection adverse, ne se limite pas au domaine de l'assurance. Dans quel autre domaine ça peut être le cas ? À chaque fois que vous allez postuler comme ça et annoncer quelque chose, vous risquez de le provoquer, en fait. Il y a quelques années, par exemple, suite à la crise de la finance, on avait dit « mais les financiers, ils sont cupides, c'est normal qu'on ait eu tous ces problèmes ». Moi, je le vois auprès de mes étudiants, c'est extrêmement dangereux de dire ça. Parce que si vous dites les financiers sont cupides, tous les gens qui ne sont pas cupides vont se dire « non, moi, je veux pas aller dans un métier où les gens sont cupides ». Et en revanche, qui est-ce qui va continuer à vouloir y aller ? C'est ceux dont, on va dire, les valeurs morales sont négociables. C'est-à-dire qu'en annonçant quelque chose, ça va devenir vrai. C'est exactement la même chose, d'ailleurs, que ce message général est quand même très pernicieux, qui consiste à dire que les politiciens sont corrompus. C'est que ça a tendance à attirer plutôt des gens qui ça dérange pas, et donc ceux qui sont prêts à être corrompus. C'est une prophétie autoréalisatrice ? C'est une prophétie autorisatrice à la sélection adverse, absolument. C'est ça le problème, c'est-à-dire que quand vous allez annoncer quelque chose, vous allez sélectionner les individus qui vont être les pires par rapport à ce que vous avez annoncé. Et au contraire, ceux qui pourraient améliorer le système ne viendront pas. Alors, cette sélection adverse existe même en management. Oui, il y a des grands classiques. Ce qu'on dit toujours, c'est que un dirigeant qui n'écoute pas finit par être entouré de gens qui n'ont rien à dire. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas l'avis de ceux qui vous entourent, plus personne ne vous dira quoi que ce soit, et vous serez d'ailleurs entouré de béni-oui-oui qui ne serviront plus à rien. De la même manière, une entreprise qui propose des offres qui sont toujours plus perfectionnées par rapport aux offres concurrentes va sélectionner un type de client particulier. C'est ceux qui s'intéressent justement aux offres les plus perfectionnées. Et qu'est-ce que ces clients vont dire ? Ils vont dire « c'est bien ce que vous faites, mais vous pourriez faire encore mieux ». Et ça, c'est en général un discours qu'elle va beaucoup apprécier, parce qu'elle-même, elle aime bien les trucs perfectionnés. Et donc, elle va proposer une nouvelle offre qui est encore plus perfectionnée. Ce faisant, elle va resélectionner parmi les clients qu'elle avait déjà ceux qui ont les moyens de se payer le truc encore plus perfectionné. Et de loin en loin, elle aura quasiment plus qu'un seul client absolument passionné, mais elle se sera complètement éloignée du marché. On repousse toujours le niveau d'exigence, ou alors le niveau de détérioration. Oui, il y a un exemple historique qui est assez extraordinaire. Les photos que vous voyez des astronautes sur la Lune ont été prises grâce à des objectifs français de la marque Angenieux, qui a des objectifs absolument extraordinaires en termes de photos, vraiment des pièces d'ingénierie remarquables, sauf que c'est pas un hasard si c'est la NASA qui les utilisait, parce que les objectifs Angenieux, à force de vouloir faire des produits merveilleux, étaient devenus tellement chers qu'il y avait quasiment plus de clients de l'ordre de la NASA, quoi. Et une sélection adverse a fait qu'on s'est concentré sur les clients les plus exigeants. Le plus exigeant de tous, c'était la NASA, et de fait, on s'est éloigné complètement du marché. Alors justement, comment contourner ce piège ? Parce que le but, c'est quand même de le contourner. Y a-t-il des exemples aussi qui prouvent que l'on peut recourir à la sélection avec en définitive des effets ou des résultats
qui eux sont quand même positifs. Oui, il y a effectivement des entreprises qui jouent avec la sélection adverse, mais de manière positive. Un exemple tout à fait intéressant, il y a quelques années, le constructeur automobile Volvo a annoncé que désormais, toutes ses voitures seraient bridées en termes de vitesse à 180 km/h. Pour quelle raison ? C'est vrai que ça paraît un peu idiot, parce qu'on peut très bien se tuer à 80 km/h, et de toute façon, on n'a pas le droit de rouler à plus de 130. Mais le message, c'était de dire, on veut moins de morts sur les routes. Oui. Voilà, il y avait un engagement de la part de l'entreprise. Ouais, derrière ça, effectivement, vous avez raison, c'est que Volvo voulait absolument qu'il n'y ait plus un seul mort dans une Volvo. Maintenant, quel rapport dire on va brider à 180 ? Parce qu'une nouvelle fois, on peut se tuer à des vitesses inférieures et on ne l'aura pas à 180. Oui, puis de toute façon, 180 n'est pas autorisé à la base. En plus, c'est pas autorisé. En fait, c'est de la sélection adverse. C'est-à-dire, la sélection, cette fois-ci, elle n'est pas adverse, elle est plutôt positive. C'est de dire, si on annonce que nos voitures sont bridées à 180, tous les clients potentiels qui sont un peu des excités de la vitesse, qui donc ont une probabilité de rouler nettement plus vite et donc d'avoir plus d'accidents, ils vont dire « Oh non, je ne vais pas acheter une Volvo, c'est un veau, c'est limité à 180 ». Et de fait, vous allez éloigner tous ces clients-là. Et qui est-ce que vous allez attirer spontanément ? Ceux qui se moquent du fait que ce soit bridé à 180, c'est-à-dire plutôt des gens qui vont rouler de manière plus prudente. Et donc ça renforce la probabilité que vous avez qu'il y ait moins de morts à bord d'une Volvo. Oui, oui, finalement, c'est encore une prophétie autorégulatrice. Et c'est surtout une annonce qui est psychologiquement très intelligente. Tout à fait, et qui joue bien sur le phénomène de sélection adverse. C'est très bien compris, à mon avis. Alors, comment repérer justement les situations à risque quand je dis risque, j'entends où il y a un risque de sélection adverse. Je crois, vous l'avez dit, derrière, sous-jacent, il y a la notion de prophétie autorisatrice. C'est-à-dire que quand vous annoncez quelque chose, faites toujours attention parce que ça risque de devenir vrai. Et ça risque même de s'accroître encore, de créer un effet boule de neige. Et en termes d'interaction sociale, c'est la réalité qui va s'ajuster à vos actes, plus que l'inverse très souvent. Et donc, quand vous allez annoncer quelque chose, vous risquez de provoquer sa réalisation. Et donc, la meilleure chose que vous pouvez faire peut-être par rapport à ça, c'est soit annoncer des choses qui sont positives, évidemment, plutôt que d'annoncer des choses négatives. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont bien compris ça et qui, par exemple, pour des questions de prévention pour la santé, annoncent plutôt les bienfaits que les conséquences négatives. Ou alors, vous gardez un certain flou, vous rentrez pas dans des annonces trop péremptoires parce que vous risquez d'influencer en fait l'environnement autour de vous d'une manière qui, malheureusement, n'est pas celle que vous souhaitiez. Et puis, il faut garder à l'esprit certainement qu'en termes d'interaction sociale, c'est la réalité qui s'ajuste bien souvent à vos actes et non l'inverse. Absolument. Toujours du fait de cette prophétie autorisatrice et de cette terrible sélection adverse. Merci Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt.